Voyage tranquille au pays des horreurs par Jean Berthier, roman publié en janvier 2026 par Cherche Midi Éditeur, sous la direction, une collection dirigée par Emmanuel Delaconté. C'est un livre qui raconte le voyage en Chine fait par 5 intellectuels français en 1974, Solers, Barthes, Kristeva, Plenay et Val. Donc, Solers, c'est Philippe Solers qui dirigeait la fameuse revue Telle Quelle. Roland Barthes, c'est Roland Barthes. Kristeva, c'est Julia Kristeva qui, elle est connue en tant que écrivaine féministe française d'origine bulgare qui est devenue par la suite psychanalyste et qui a été l'épouse de Solers. À l'époque, ils s'étaient, je crois, déjà mariés. Plenay, c'est Marcelin Plenay qui travaillait avec Solers à la revue Telle Quelle et qui est appelé par Jean Berthier et appelé sans aide de Caen. Et François Val est l'éditeur aux éditions de Seuil, où était publiée la revue Telle Quelle. Donc, ces 5 intellectuels français très célèbres, déjà à l'époque, ont fait un voyage en Chine en 1974, pendant 3 semaines, à la suite duquel ils ont publié leurs impressions. Il faut dire que ce livre, du point de vue du genre, est un roman, une satire, très comique, facile à lire, mais c'est une satire qui reconstitue ce vrai voyage et qui s'appuie sur, nous dit-on, des dizaines de documents appartenant d'abord à ces écrivains, aux écrivains eux-mêmes, documents qu'ils ont publiés par la suite, mais aussi articles, interviews, échanges privés qui ont été peut-être publiés après la mort de certains d'entre eux. Et donc, il a lu tous ces dizaines de documents et il a réussi, en les lisant, de les intégrer dans une chronique un peu fictionnalisée, c'est-à-dire il y a des scènes qui sont imaginées, évidemment, mais qui s'appuient sur ces documents. Et ce qui est intéressant, c'est que même le portrait de ces écrivains, leur portrait psychologique est très véridique. Parce qu'il y a des scènes il y a des scènes qui est clair, c'est clair qu'elles sont le résultat de la lecture de ces documents et que les répliques sont de vraies répliques. Bon, là, il serait intéressant de faire une interview avec Jean Berthier pour voir exactement si telle ou telle réplique, moi je serais intéressé si telle ou telle réplique appartenait vraiment à cet écrivain ou c'était inventé. Je crois que la plupart des cas, c'était vraiment la vraie réplique parce que ce sont des répliques qui reproduisent très fidèlement le style de ces écrivains. Tu reconnais leur style de pensée et leur style d'expression. Bon, donc, quand ils ont fait ce voyage en Chine, à cette époque, quel était le contexte politique et culturel? C'était l'époque où Mao était encore au pouvoir. Mao, le président du Parti communiste chinois. Et Mao est celui qui a fait la soi-disant révolution culturelle qui a commencé en 1966 et qui, bon, moi, parenthèse, moi, je suis né et j'ai grandi en Roumanie communiste, donc, et j'étais contemporaine avec tous ces événements. Je sais très bien ce que la révolution culturelle maoïste veut dire, mais je me suis rendu compte, après que j'ai émigré de la Roumanie aux États-Unis, que la plupart des intellectuels occidentaux n'ont aucune idée. J'avais des professeurs américains qui parlaient de la révolution culturelle maoïste comme d'une vraie révolution culturelle, alors qu'en fait, c'était tout le contraire, c'était une révolution contre la culture. Parce que, par exemple, si tu lisais des livres de Balzac ou si tu jouais du violon, tu étais condamné en tant que bourgeois, tu étais dénoncé en tant qu'ennemi du peuple, tu étais envoyé en camp de travail et de rééducation si tu avais de la chance. Sinon, tu étais torturé et soit tué, soit poussé au suicide. C'était ça la soi-disant révolution culturelle de Mao. Et qui a été soutenue par beaucoup d'intellectuels occidentaux, y compris. Voilà. Bon, quand ce voyage se passa,
la Chine s'ouvrait dans le sens que la révolution culturelle, qu'on commençait à accepter qu'on a fait des erreurs, parce que c'est comme ça que les communistes parlaient, on a fait certaines erreurs. Bon, ils tuaient des dizaines de millions de personnes, et puis ils disaient, bon, on a fait certaines erreurs. Et donc, on a fait certaines erreurs, voilà, et Mao a ouvert le pays vers l'Occident, et là, du coup, ils avaient besoin d'Occidentaux, surtout d'intellectuels occidentaux, qui visitent leur pays, et qui se portent garant de cette ouverture et du fait que maintenant la Chine, c'est une nouvelle Chine, etc. Donc, ils invitaient des intellectuels, et bon, nos intellectuels qui avaient déjà publié dans la revue telle quelle des poèmes du poète Mao, oui, parce que avant que le voyage se passe en 1974, Philippe Solers, qui était le directeur de la revue telle quelle, avait déjà publié des poèmes de Mao dans sa revue. Donc voilà, celui-ci est le contexte où ce voyage se passe. Et bon, un autre contexte, c'est que déjà en 1971, le livre de Simon Leys, Les habits neufs du président Mao, avait déjà été publié, qui a fait un certain bruit en France à l'époque, parce que c'était un livre très bien documenté, écrit par un écrivain francophone habitant la Chine, qui parlait le chinois, qui savait très bien ce qui se passait et qui dénonce la dictature maoïste et tous les crimes, c'est le fait que c'était un régime criminel. Donc, il est impossible que ces 5 écrivains intellectuels ne sachent pas ou n'aient pas su de quoi il s'agissait. Mais bon, alors je dis les 5 écrivains, mais bon, mais en fait il n'y en avait que 4 écrivains. François Val était en fait éditeur. Et là, c'est important, c'est une précision importante parce qu'en fait, finalement, il a été le plus honnête de tous. Donc, alors pendant tout leur voyage, on les accueille d'une manière extrêmement, pas seulement enthousiaste, vraiment, parce que partout, d'abord, il faut dire que tout leur voyage a été guidé, tous leurs pas, ils ont été surveillés. À chaque pas, ils avaient des guides qui les surveillaient en permanence. Okay. Et donc, le parcours avait. Alors, c'est pas très clair si c'était les guides ou le régime chinois qui a décidé de tout le parcours ou s'ils ont décidé ensemble, mais de toute façon, ils visitaient tout le temps des usines, des villages, toutes sortes des chantiers navals, ce genre de choses que, enfin, quelqu'un qui a vécu dans un pays communiste sait que c'était les choses que les communistes faisaient visiter quand ils voulaient faire de la propagande. Alors, tous les trajets étaient soigneusement choisis par les leaders. Mais là, ce qui est intéressant, que là où ils allaient, il y avait toujours les grands portraits de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao. Donc ces 5 grands. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait 5, eux aussi ils étaient 5. Et en plus, il y avait leurs livres, les livres des 5 écrivains français, ils étaient là. Je crois en français et en traduction, je ne suis pas sûr, bon, les deux. Par contre, ce qui n'était pas disponible, c'était les livres des écrivains chinois qui avaient été tués par le régime. Alors, je vous donne une citation. Ils eurent peut-être une pensée pour l'écrivain Lao She, président de l'Association des écrivains chinois. Il fut un des premiers à critiquer dès le mois d'août 1966 les méthodes de la toute jeune révolution culturelle. Saisi à la sortie de l'hôpital où il venait de subir des examens, il fut parqué en compagnie d'une trentaine de personnes du monde de la culture dans la cour de l'ancien temple de Confucius, devant un public plus nombreux qu'aucune salle de théâtre ne peut en contenir. Les gardes rouges, ça c'est les gardiens de la révolution soi-disant culturelle, les gardes rouges firent entrer le figurant Lao She. Ils lui appliquèrent la coupe dite yin-yang, rasant la moitié de son crâne, souillèrent son visage avec l'encre noire dont il recouvrait ses manuscrits et pendirent à son cou un écriteau injurieux. Ils sortirent les bâtons, décrochèrent les ceintures pour le battre. Soigné par sa femme qui dut découper ses habits collés sur son corps par le sang, il se dirigea peu après vers le lac de la Grande Paix, laissa sur la berge ses lunettes et la canne qui l'avait aidé à se déplacer jusqu'à ce lieu qu'il aimait. Les gens qui tentent de se suicider ne les sauvez pas, avait dit un jour Mao. Lao She ne fut pas sauvé. La Chine est un pays si peuplé que nous pouvons bien nous passer de quelques personnes, avait aussi déclaré Mao. Donc, cet écrivain chinois qui a été dénoncé comme un ennemi du peuple et torturé, battu, a fini par se suicider comme tant d'autres. Alors, Jean Berthier nous rappelle,
il le fait très bien, que ces grands écrivains français qui étaient là, ils étaient avec les autorités chinoises et ils n'ont jamais eu apparemment une pensée pour tous ces autres écrivains, leurs confrères écrivains qui avaient été torturés par Mao et sa clique. Alors qu'il était très content d'avoir ces livres et leur parcours financés par le régime chinois. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on leur fait visiter. Donc, on leur fait visiter des ateliers, des ouvriers. Alors, partout où ils viennent, il y a des banderoles avec des slogans. Bienvenue à tel quel, s'écriaient les ouvriers chinois et même les villageois. Alors, vous imaginez que ni les ouvriers chinois ni les villageois ne parlaient ni français. D'abord, le français, jusque très récemment, avait été banni. C'était une culture de la bourgeoisie. Donc, il ne s'agissait pas. Alors, la plupart des gens qui parlaient français avaient été tués. Donc, ces ouvriers et ces Chinois n'avaient jamais entendu parler de tel quel, mais ils étaient forcés par leur chef de prétendre qu'ils étaient heureux d'accueillir tel quel. Et alors, ces intellectuels auraient dû avoir un peu honte quand même, parce qu'il s'agissait tout simplement d'un théâtre, d'une mise en scène. Mais non. Alors, bon, il y avait des différences, parce que quand même François Val et Barthes se sont rendus compte de ce qui se passait. Ils échangeaient des regards. Barthes appelait tous les clichés et les stéréotypes communistes, il les appelait des briques, parce qu'ils parlaient tous en clichés communistes et idéologiques. Alors que Soler, non, il était très content. Il était très content qu'il soit accueilli partout comme un roi. Donc, non seulement ils étaient accueillis comme ça, comme des rois, par des ouvriers qui prétendaient savoir qui était tel quel, mais ils étaient sujets à une sorte de dévisagement, enfin, c'est une sorte d'attitude des peuples qui n'avaient jamais eu contact avec des Occidentaux, parce qu'en fait, Berthier le dit, qu'ils apprirent plus tard que la plupart de ces villageois voyaient pour la première fois dans leur vie des Occidentaux. Donc, ils allaient souvent à des spectacles, et là, c'était eux le centre du spectacle, pas les acteurs qui donnaient le spectacle, parce qu'ils étaient vraiment très... Bon, les Chinois le regardaient comme s'ils étaient des animaux, hein, parce qu'ils étaient vraiment très, très différents d'eux, ils étaient très... Enfin, ils venaient d'un autre... Tout ce théâtre. Alors, qu'est-ce que ces grands intellectuels français voyaient lorsqu'ils ont fait ce voyage? Alors, Barthes, évidemment, Barthes qui avait déjà écrit son livre sur le Japon, à propos, un livre que moi j'ai beaucoup aimé, L'Empire des signes, un très bon livre. D'ailleurs, entre parenthèses soit dit, moi, j'ai toujours été une grande admiratrice de Barthes. Hein. Je crois que c'est un grand écrivain, c'est l'un de mes écrivains français que j'admire le plus. Je crois qu'il est aussi un grand penseur, donc c'est pour ça qu'il est encore plus impardonnable, parce que je crois qu'il a très bien compris ce qui s'est passé en Chine. Mais il n'en a jamais parlé. En plus, il avait déjà passé une année en Roumanie communiste, parce qu'en 1966, Barthes a passé une année en Roumanie en tant qu'envoyé de l'État français, je crois. Il était soit attaché culturel, soit attaché à une bibliothèque de Bucarest. Il avait une certaine fonction. Dans ce voyage en Chine, il parle des choses, du fait, il remarque que la différence sexuelle était très atténuée au point qu'il y avait très peu de différences sexuelles, que les gens, surtout les femmes, étaient désexualisées, que la société était très peu érotisée. Alors, il faut dire la plupart d'entre eux, ils étaient habillés dans la fameuse veste Mao, que vous avez peut-être vu dans des films, une veste bleue, comme ça, complètement désexualisante, et qui rendait les femmes et les hommes presque interchangeables. Donc là, tu vois vraiment combien bêtes les intellectuels peuvent être ou prétendre qu'ils ne remarquent de choses, c'est difficile à dire. Pourquoi est-ce que cette société était si peu érotisée? Enfin, la Roumanie aussi, la Roumanie communiste, sauf que c'était pas si mal que ça, parce que bon, les Roumains n'ont jamais eu la veste Mao. Mais c'était quand même une société, comme toutes les sociétés communistes, la différence sexuelle était beaucoup moins marquée qu'en Occident. Oui, les femmes n'étaient pas encouragées à montrer leur féminité, disons, alors qu'en Chine, vraiment, ces différences n'existaient presque pas du tout. Orwell, si vous avez lu 1984, Orwell a compris très bien. Orwell, dans la société d'Orwell, Orwell dit que c'était une société où le sexe était condamné. Pourquoi? Parce que toute l'énergie sexuelle devait être dirigée vers l'hystérie collective du culte de la personnalité du leader. Et en fait, c'est ce qui se passait dans toutes les sociétés communistes. Ouais, donc il a très bien compris. Alors que tous ces grands intellectuels qui faisaient toutes ces réflexions, etc., sur les différences sexuelles, etc., il était complètement aveugle à
à l'essence de la chose. Il parle aussi de la visite de Ceausescu, du dictateur roumain en Chine. Mais bon, là, je pourrais dire d'autres choses, mais je ne vais pas insister parce que ça nous porterait dans d'autres directions. Mais les Roumains il y a eu des conséquences en Roumanie de la visite de Ceausescu en Chine parce qu'il a été inspiré, ouais, pas de la bonne manière, évidemment. Bon, oui, il y a le concept de Dazibao. Qu'est-ce que c'était le Dazibao? C'était le nom chinois pour les banderoles idéologiques avec les slogans qui existaient partout en Chine, que les 5 intellectuels n'avaient pas le droit de photographier. Julia Kristeva avait un appareil photographique parce qu'elle aimait photographier, mais on ne la laissait pas photographier le Dazibao. Et par exemple, un Dazibao était bienvenu à tel quel qu'on voyait partout. Oui, il était partout, on leur souhaitait partout la bienvenue. La révolution, soi-disant culturelle, quels étaient les préceptes de cette révolution? Elle était organisée autour du combat contre les 4 vieilleries, ouais, soit les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes, qui faisaient partie en Chine de, disons, plus ou moins de la Chine du vieux Confucius. Alors, Confucius, il avait, si on résume d'une manière un peu vulgaire, disons, toute la philosophie de Confucius, c'est que Confucius était pour un adepte de la modération, de l'équilibre, du juste milieu, de l'harmonie, de la bienveillance et de la paix sociale. Oui, donc c'était ça. Alors, on luttait contre ça. Il fallait toujours être dans la lutte des classes, dans le conflit permanent. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que quand même, c'est une constante de la gauche qui lutte tout le temps. Il y a toujours une lutte. Il y a toujours une lutte à faire contre quelque chose. Le passé, c'est toujours coupable pour la gauche. Donc ça, c'est l'idéologie américaine, mais c'est une idéologie de la gauche qui était maintenant présente partout en France, alors que dans le passé, la France n'était pas nécessairement contre le passé. On pouvait être de gauche et respecter le passé. Bon, ce n'est plus le cas. Bon, je ferme la parenthèse parce que là, ça nous porte dans d'autres directions. Je reviens à son livre. Bon, donc ça, c'était l'idéologie communiste maoïste. Il y avait tout le temps des ennemis du peuple à combattre. Là, partout où ils allaient, on leur parlait d'un certain Lin Biao. Lin Biao, c'était quelqu'un qui avait été, alors je ne me rappelle pas s'il avait été tué par les maoïstes ou s'il avait été forcé de se suicider. N'empêche, chaque fois qu'ils allaient parler avec des ouvriers ou des villageois, tous, ils faisaient le procès de Lin Biao comme s'il était, le pauvre, il était déjà mort. Alors François Valls chuchote à un moment donné à Barthes, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce pauvre Lin Biao qui ça fait déjà 2 ans qu'il n'est plus là, c'est comme s'ils avaient peur de son spectre. Parce qu'il luttait, donc tous ces idéologues, ils luttaient toujours contre Confucius et contre Lin Biao, mais c'était toujours les mêmes briques dans le langage de Barthes, on avait assez de tous ces clichés, parce que bon, Barthes quand même c'est insensible, il sentait le cliché, et c'est clair qu'il n'a pas aimé la Chine, parce que s'il avait aimé, il en aurait fait un livre comme il a fait sur le Japon. Mais il n'a jamais fait ça. Par contre, il n'a jamais dénoncé la dictature chinoise non plus, et pour cause, parce qu'il ne voulait pas se mettre, entrer en contradiction avec ses amis de tel quel et avec la gauche bien pensante française de l'époque, qui était, on le sait très bien, la gauche est toujours les bons et les autres sont les mauvais. Bon, passons. Alors, oui, quand même. Alors, Barthes, quand même, il a de temps en temps, il a des remarques géniales. Une fois, lorsqu'il en a assez de ce ressassement des clichés que ces idéologues n'arrêtent de répéter, parce qu'il disait tout le temps, comme en Roumanie, la Roumanie de Ceausescu d'ailleurs, il disait, nous avons tout grâce à Mao, maintenant les femmes, nous sommes libérées parce que Mao nous a libérés. En fait, nous pouvons parler avec vous, les Occidentaux, parce que Mao nous laisse parler. Donc, alors, imaginez, si un Occidental disait ça, je remercie le président Macron ou Trump parce qu'il nous laisse parler avec vous, les étrangers. Alors que là, apparemment, c'était OK si les Chinois disaient ça. Bon, Barthes quand même était sensible à ces idioties et, et à un moment donné, il pense à un slogan publicitaire de la marque de lessive Omo dans les années 50. Je cite, Omo est là, la saleté s'en va. Oui, donc Omo est le sauveur, il nous sauve tout le temps, alors il remplace Omo est là, la saleté s'en va par
Mao est là, etc., etc. Ce qui est quand même bien trouvé. C'est quand même bien trouvé. Euh, bon, alors, très vite. Ah oui. Donc, si Barthes quand même et François Val, ils se rendent compte de, de ce pays extrêmement idéologique et du fait qu'ils sont parmi des gens qui ne font que répéter des clichés que leur chef les oblige à répéter. Marcelin Plenet et Philippe Solers, alors soit ils ne se rendent pas compte, soit ils s'aveuglent volontairement. Et parce qu'à un moment donné, Solers dit, tellement enthousiaste de cette Chine, il dit, dire qu'à Paris, ils continuent d'écrire leurs petits romans à intrigue, romans familiales toujours, ha ha. Donc voilà, les petits Parisiens qui sont si bêtes avec leur roman familial, ils ne sont pas dans la vraie révolution, celle des Chinois. Les Chinois, eux, ils sont dans le vrai, alors que les petits Parisiens, ils sont si bêtes, ils continuent à écrire des romans familiales. Et Marcelin Plenet de lui répondre, je cite, quel autre pays dans le monde peut offrir une telle preuve de parole démocratique? Alors, je ne sais pas si cette phrase vient vraiment de Plenet, parce que, bon, évidemment, c'est une fiction, ou c'est Jean Pertier qui l'imagine, mais c'est clair qu'il imagine toutes ces choses selon des documents qu'il a lus. Donc voilà, la Chine, où on torturait, on a tué des dizaines de milliers de personnes, c'était la démocratie, alors que la France était vraiment un petit pays de la bourgeoisie idiote. Parce que parce qu'à un moment donné, en fait, il compare les ouvriers chinois qui étaient soi-disant vraiment émancipés, alors aux ouvriers français qui sont soi-disant des pauvres capitalistes qui n'ont rien compris. Bon, alors je cite, Solers s'approuva, Julia piquait du nez, Roland Barthes fermait les yeux, Val regardait ailleurs. Ouais. Fin de la citation. Bon, oui, il faut quand même parler de l'indicible qui s'est passé pendant la soi-disant révolution culturelle de Mao. L'indicible, c'est le fait que, à cause de Mao qui prétendait savoir tout, y compris de l'agriculture, il a forcé les Chinois à adopter une certaine manière de faire de l'agriculture qui a produit la plus grande famine de l'histoire de l'humanité, des dizaines, des milliers de personnes qui, enfin, je ne sais plus exactement parce qu'on ne sait pas exactement combien de millions de personnes sont mortes de faim, mais ça a produit une telle famine qu'il y a eu, les historiens et les journalistes ont documenté du cannibalisme. Donc il y avait dans les régions rurales chinoises, il y avait des familles qui sont arrivées à manger soit leurs propres enfants, soit les enfants des autres. Et ce type de cannibalisme a été documenté aussi en Ukraine pendant l'Holodomor, qui a été provoqué. C'est la période de famine en Ukraine provoquée par Staline qui a provoqué cette crise d'une manière volontaire. Donc, c'est les historiens et les journalistes qui ont étudié cette période qui ont documenté la chose. Donc, ces intellectuels il revient en France. Ils reviennent en France après 3 semaines de voyage et ils publient leurs impressions. Alors, Julia Kristeva avait un contrat de livre, mais Roland Barthes et François Val ont écrit des articles. Je crois que le premier article dans Le Monde a été écrit par Roland Barthes. Bon, moi, j'ai pas lu ces articles, mais ce que j'en sais, c'est d'après le livre de Jean Pertier. Donc, apparemment, l'article de Barthes était très neutre du point de vue politique. Ouais. Il parlait de choses comme de genre de mythologie, comme il parlait dans son livre de mythologie où il parlait des Français. Donc, il essayait de parler esthétique, etc. Donc, il était neutre du point de vue politique. Alors que c'est clair qu'il s'est rendu compte qu'il était dans un pays totalitaire, dans une dictature. Donc, c'était son article. Ensuite, François Val a publié un article négatif. Oui, c'était en fait le seul des 5 qui a eu le courage de dire en public ce qu'il pensait. Et je crois que c'est parce que c'était le seul qui était un éditeur. Lui, il n'avait pas besoin de ses écrivains. Eux, ils avaient besoin d'eux. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas excommunié, comme ils auraient fait avec les autres. Et donc,
Voilà. Alors que Solaire, ça continue avec son éloge du communisme et du maoïsme en particulier. Il a continué à soutenir Mao jusqu'à la fin de la vie de Mao. Bon, un livre à lire. Ouais. Voyage tranquille au pays des horreurs par Jean Berthier. Un livre qui est bien écrit, qui est amusant, qui fait un portrait très véridique de ces intellectuels français et qui reconstitue une période de l'histoire intellectuelle de la France du XXe siècle.